Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, crue du fleuve Sénégal, l'aide nationale se fait attendre dans certaines localités. Le maire de Diawara, Bakel, hurle sa détresse. D'autres villages sont littéralement envahis par les eaux. Zoom sur le département de Podor et Matam dès le début de cette édition. Plus de 200 industries actuellement fermées au Sénégal. Un chiffre alarmant. Tempête Serigne Gueye Diop. L'industrie sénégalaise ne représente que 25% du PIB, se désole le ministre en charge du secteur à l'occasion du lancement des États généraux de l'industrie. Et puis notre invité dans Soir d'Info, la suite, il a été ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions sous Macky Sall. Investi sur la liste Diamak Ndiarigne de Amadouba, son parti avait alerté sur une probable baisse des salaires des agents de l'administration avant d'être démenti par le gouvernement. Maintient-il ses propos? Quel est le fondement de cette alerte? Monsieur Sambassi, secrétaire général du PIT, dans Soir d'Info ce soir. Et puis en sport, préparatif des JOJ 2026, le président du CIO, Thomas Bach, en visite à Dakar. À 2 ans de l'événement, le Sénégal sera prêt. Le président du comité olympique s'est dit confiant. Dans l'actualité toujours, la crue du fleuve Sénégal, les populations hurlent leur détresse. L'aide nationale se fait attendre dans certaines localités impactées par les inondations fluviales. Kiné Sakho, maire de Diawara, dans le département de Bakel, que nous suivons. Nous pouvons dire qu'il y a plus d'une centaine de maisons qui sont inondées. Voilà, 40 pères de famille ont été relogés dans les écoles élémentaires, les lycées, le CM, le centre social, le centre socio-collectif, et c'est des voisins qui ne sont pas encore touchés. Donc, nous avons 40 pères de famille qui sont déplacés, qui ont été relogés ailleurs. Comme nous le savons, nos maisons soninké, c'est comme des écoles. Oui, ce sont de grandes concessions familiales. C'est des grandes concessions. Une maison peut abriter plus de 80-90 personnes. Donc, loger tout ce monde-là est une équation difficile. Oui. Est-ce que vous pouvez faire face à cette déluge, cette catastrophe naturelle en tant que commune? Non, la commune ne peut pas faire face à ça. Il n'y a que l'État qui peut faire face. Est-ce que vous avez alerté les autorités? Oui, les autorités ont été alertées depuis le début. D'ailleurs, les autorités n'ont pas besoin d'être alertées parce que déjà, la gestion de Manantali, chaque jour, il y a des communiqués que nous recevons. Oui. Donc, les autorités sont au courant de cette situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, pour le cas de Diawara, pour le cas spécifique de Diawara, aucune action n'a été faite. Rien du tout. Pas une seule bouteille d'eau. Pas un médecin, pas un sapeur-pompier, pas des militaires pour essayer de dévier l'eau. Rien n'a été fait à Diawara. Mais comment est-ce que vous faites alors pour soulager les populations? La seule autorité que nous voyons ici, c'est le sous-préfet et le commandant de la brigade de gendarmerie. Maintenant, pour soulager la population, les jeunes ont mis en place une brigade d'intervention rapide. Voilà, que nous, en tant qu'autorité, accompagnons, soutenons, conseillons, vraiment pour atténuer les souffrances des populations. Voilà, si vraiment la situation n'a pas pu s'empirer au-delà de ça, c'est vraiment grâce à la mobilisation de tous les jeunes, de toute la ville et même des vieux, de la diaspora et partout. D'accord. Telle est la situation, comme vous pouvez le voir vous-même de vos propres yeux, au sein de la commune de Diawara, sur la route départementale qui mène vers Bakel, le chef-lieu départemental du Gadiaga.
Le maire de Jawara, interrogé par Ibrahima Kamara, a noté que le Premier ministre a annoncé hier une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour porter assistance aux populations sinistrées. Mais ce soir, la situation reste encore compliquée pour nombre de sinistrés. Dans le département de Podor, l'eau a pris possession de plusieurs habitations. Reportage Ousseynou Diop, Habib Sek. Dans le département de Podor, plusieurs villages sont submergés. L'eau du fleuve déborde et engloutit presque plusieurs dizaines de villages. À Ouah, par exemple, les populations sont inquiètes et appellent à l'aide. Demande solennellement de nous aider parce qu'on a une situation difficile. On a quand des doutes même de risquer de quitter ici. Même si on quitte ici, moyen de transport même, c'est difficile. Il y a les autres qui n'ont pas de moyens. Vous voyez tout ce qu'on a aujourd'hui. À Fanaï, le maire sillonne chaque jour les villages à l'aide d'une pirogue. Aujourd'hui, plus de 9000 personnes risquent d'être évacuées. Donc c'est une situation très critique et nous sommes encore plus inquiets parce que les lâchers de Malentani se poursuivent. On a recensé aussi le nombre de populations susceptibles d'être évacuées quand ça déborde. Parce que nous pensons que si le niveau d'eau arrive à 6 mètres, on aura beaucoup de maisons détruites et beaucoup de personnes à évacuer. Les eaux circulent généralement la nuit. On a dû aux populations de faire des comités de veille. Il y a des jeunes qui surveillent les digues de fortune que nous avons eues. Dans les périmètres agricoles également, l'eau du fleuve a englouti des centaines d'hectares, surtout à Kilé Boubacar. Ici, les producteurs de riz tentent avec les moyens du bord d'arrêter l'eau. Ici, on a beaucoup de périmètres irrigués qui sont à côté. Actuellement, avec la crue du fleuve, donc les périmètres sont menacés. Il y a les eaux de crue qui commencent à gonfler et l'endiguement qui existait. Donc, à vue d'œil, on a vu que l'eau est en train de contourner. Donc aujourd'hui, on a reçu une délégation dirigée par M. le gouverneur de la région de Saint-Louis, accompagné par le préfet et les sous-préfets de la zone, avec aussi la SAED. Le gouverneur de la région de Saint-Louis s'est rendu dans plusieurs villages dans le département de Podor pour apporter assistance aux milliers de sinistrés. Il a promis le soutien de l'État sénégalais pour accompagner les populations. Nous avons apporté le mot de réconfort et de compassion de son Excellence, M. le Président de la République, aux populations. Et au-delà de ces mots de réconfort et de solidarité, nous avons également demandé à ce que des dispositions immédiates soient prises. Alors d'une part pour sécuriser les populations et d'autre part pour leur apporter une assistance en vivres évidemment, mais également assistance en matériaux de construction et en sites de recasement. Alors cela également, nous l'avons fait en relation et en parfaite intelligence avec les autorités du département de Podor, sous la conduite du préfet, mais également des maires des différentes communes concernées. Dans le département de Podor, beaucoup de familles passent la nuit dans les eaux. Ici, la situation devient catastrophique, mais l'État promet d'accompagner les populations touchées par ce phénomène naturel. Ouais, nous toujours dans la zone nord, dans la commune de Ogo, dans la région de Matam, situation compliquée également. Là-bas, les populations sinistrées cherchent refuge. Reportage Ali Bandeliang. À 8,81 m ce matin, à la station de Matam, le fleuve Sénégal s'empare désormais des localités entières. Depuis hier, vers 2 h du matin, les eaux de la crue du fleuve Sénégal ont chassé tous les habitants de Béli Diallo. Dans le sauve qui peut, les familles à la Belle Étoile ont cherché refuge sur les sites plus élevés pour tenter d'échapper au ruissellement des eaux. Un tour à Béli Diallo ce matin a permis de se rendre compte de l'ampleur du sinistre. Les enfants sous les arbres, des pères de famille et ménagères qui tentent d'ériger à l'aide des pagnes des abris provisoires. On a un problème d'inondation depuis avant-hier même. Bon, on a ici encore tout pour barrer. Bon, on n'arrive pas à détenir. Je comprends pas. Ah, vous comprenez pas. Ok, donc vous avez tenté, vous n'avez pas pu. Voilà. Et maintenant, vous allez habiter ici. Voilà, et maintenant on a démélangé depuis hier nuit. Bon, on est revenu ici encore. Et c'est ici que vous habitez? Si, c'est ici qu'on a habité. Et toi et tes enfants? Si. Non, ici là, dans la brousse. Oui,
Ça, c'est... Venez nous montrer. Ça, c'est ma femme. Celle-là? Oui, c'est elle-là, avec celle-là. Bon, encore, là, mes enfants qui sont encore là-bas. Vous n'avez même pas de tente? Vous n'avez même pas de tente? Rien. Vous n'avez pas vu les autorités? Rien. On n'a rien d'abord vu. Bon, nous sommes là depuis même hier nuit. Depuis hier nuit, vous êtes là? Catastrophe, très catastrophe, parce qu'il y a l'arrêt de cours. Donc, vous avez vu, le village est totalement inondé. Il y a l'arrêt des cours. Les enfants n'ont pas venu aujourd'hui. Les parents sont dans les rues, partout. Vous avez dit les bagages. Donc, vraiment, c'est déplorable. Et partout, donc, vraiment, ils sollicitent aide pour soulager la population de Beli Diallo. Un véritable cri de secours des populations de Beli Diallo qui ont déjà perdu leur périmètre agricole. Seulement, du côté de l'administration locale, selon nos informations, les autorités qui ne veulent pas venir à Beli Diallo sans assistance seraient en train de remuer ciel et terre pour trouver des tentes en faveur des sans-abri de cette localité située à 3 km de la ville de Matam. Situation éprouvante donc pour ces populations sinistrées. Merci Ali. La catastrophe pouvait être évitée en anticipant. C'est l'avis du docteur Boubacar Bari, hydrologue. Il est interrogé par Dissa Prera. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est possible d'anticiper l'arrivée de la crue et de pouvoir avertir les gens à temps et de les sortir des difficultés dans lesquelles elles se trouvent aujourd'hui. C'est pourquoi d'abord il faut avoir un suivi, un système de monitoring heure par heure pour avoir une idée précise, et ça c'est possible de faire. Je pense que c'est du ressort de l'ANVES que de faire ça, parce qu'en réalité le fleuve il est partagé, il est entre 4 pays, et je crois que la plupart des pays sont également confrontés à ce problème-là, et je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas avertir les gens à temps pour qu'ils puissent sortir des zones qui sont, même s'ils doivent abandonner les trucs, leur maison, faire en sorte qu'il y ait un cordon de sécurité autour de ces endroits-là. Dans l'actualité également, les états généraux de l'industrie, plus de 200 industries actuellement fermées au Sénégal, un chiffre alarmant tempête Serigne Gueye Diop. L'industrie sénégalaise ne représente que 25% du PIB, se désole le ministre en charge du secteur, annonce faite à l'occasion du lancement des états généraux de l'industrie. Le voici avec Abdou Diouf Diagne. L'industrie sénégalaise, comme je l'ai dit hier, c'est juste 25% du PIB. Et avec ça, on ne va nulle part. On a vu ce marché, ça n'a pas bougé depuis 12 ans. Nous voulons le porter à des niveaux qui permettent de développer une véritable industrie, c'est-à-dire 30% d'abord, ensuite 40%, ensuite 50% du PIB. Parce que c'est ça la caractéristique des pays développés. Si vous regardez la part de l'industrie dans les pays développés, évidemment, c'est ça que vous allez voir. On l'a vu ce matin avec l'ambassadeur du Japon. Le coût des facteurs de production, il faut absolument les réduire parce que ça commence à déborder. Et on a aussi vu qu'il fallait réduire les taxes, qu'il fallait y toucher. On a aussi vu que la TVA elle est encore très forte. On ne peut pas vouloir développer une chose et son contraire. On a vu aussi que l'assiette des impôts, il fallait l'élargir parce que 97% des petites et moyennes entreprises ont du mal à payer des impôts. Économie, des réformes rapides doivent être faites par le Sénégal pour faire face à des défis budgétaires importants. Selon le FMI, notamment la rationalisation des exonérations fiscales et la réduction des subventions énergétiques. L'économiste Babacar Gaye réagit en déclarant que le FMI est dans son rôle. Le voici avec Fatima Touré. Rationalisation des exonérations fiscales. Il faut comprendre que l'exonération fiscale est une politique parfois que les États ont pour attirer ou bien inciter les investisseurs à venir investir dans un pays. Maintenant, au Sénégal, nous avons constaté, nous tous, qu'à un certain moment donné, il n'y avait pas une rationalisation donc, de ces exonérations fiscales. Donc, ce qui diminue carrément la capacité de l'État à réceptionner davantage de ce qu'on appelle les recettes fiscales. Et nous tous, nous savons que l'État se nourrit essentiellement donc, des recettes fiscales. L'autre phénomène, c'est par rapport à la réduction de l'énergie. La subvention énergétique, autant pour moi. Vous savez, quand on réduit la subvention énergétique, donc toutes choses égales par ailleurs, donc la facture énergétique va augmenter au niveau des ménages. Donc l'impact direct, c'est au niveau des ménages.
le pouvoir d'achat des ménages va se détériorer. Donc ce qui veut dire que l'État ne va plus assister les ménages à payer les factures d'électricité, ou bien même on va assister à une augmentation de la facture énergétique. Donc c'est le ménage qui va en pâtir, ce qu'on appelle le consommateur. Mais là où je vais terminer aussi, c'est de dire que le FMI, il faut comprendre que le FMI a un programme qu'il veut faire passer dans les États membres. Donc, autre chose, non-paiement des bourses, la coordination des étudiants de Saint-Louis sort du silence et demande le versement de la totalité des bourses. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de son côté, donne des détails sur les causes de ce retard. Alassane Diop. Des milliers d'étudiants encore en attente de leur bourse. La coordination des étudiants de Saint-Louis hausse le ton et exige le paiement total des allocations. Elle accuse le ministre d'avoir pris une décision unilatérale. La coordination des étudiants de Saint-Louis exige le paiement de ces bourses dans les plus brefs délais. Hier, lorsqu'il a été invité à une émission télévisée, faisant savoir à tous les Sénégalais que les étudiants sont tombés d'accord du fait de pouvoir payer les bourses mensuelles et de laisser à une date ultérieure les allocations annuelles, chose qui n'a jamais été partagée par la coordination des étudiants de Saint-Louis. La coordination assure par ailleurs qu'elle usera de tous les moyens à sa disposition pour rétablir l'étudiant dans ses droits. À défaut, la coordination des étudiants de Saint-Louis usera de tous les moyens pour rendre l'étudiant ses droits les plus absolus. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de son côté, s'est exprimé pour apporter des éclaircissements à cette situation. Il y a deux options qui se posaient au ministre et aussi à la direction des bourses. La première option, parce que c'est une enveloppe de 15 milliards que la banque partenaire ne pouvait pas payer d'un seul coup. Alors, la première option, il s'agit soit d'attendre d'avoir tout le montant à verser, et l'autre option, c'est de payer une partie compte tenu de l'urgence que les étudiants en fait avaient besoin de cet argent pour démarrer leur étude. Une question entière sur la table du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui rassure par ailleurs que le montant de la bourse reste intact. Merci Alassane. Et puis retenez que la SODAV a pris avec beaucoup de satisfaction l'adoption du projet de décret portant collecte de la rémunération pour copie privée en Conseil des ministres de ce mercredi 17 octobre. Une décision bien appréciée par des artistes que nous avons interrogés. Privée est une exception du droit d'auteur. Elle permet à la personne, exemple, qui a acheté un CD, un album de Youssou N'Dour, de pouvoir le copier d'un support à l'autre juste dans un cadre privé. C'est ce qu'on appelle la copie privée. Donc l'exception au droit d'auteur par rapport à la copie privée permet maintenant au créateur, à l'artiste ou l'ayant droit, si on peut dire, de pouvoir bénéficier de cette redevance. C'est une aubaine. Ça, les artistes ont couru. Ils ont couru. Finalement, c'est arrivé. La copie privée est là. Masha'Allah, alhamdoulilah, rabbi alamin. Ça, nous ne saurons jamais comment remercier les autorités étatiques qui ont compris notre problème. Le problème des artistes, de façon générale, le problème des acteurs culturels, c'est une manne financière assez importante pour les artistes de façon générale. Je trouve que, et je l'ai toujours dit, il faut que l'artiste puisse vivre de son art. La copie privée permet aujourd'hui de régler une problématique de manque à gagner pour cette communauté, mais pour autant, il y a aussi le statut de l'artiste qui fait également, qui fait partie des points qui ont été en tout cas engagés par le ministère de la Culture. Et parlons du financement des partis publics, un sujet largement agité. Selon Abdouaziz Diop du Forum Civil, ce projet doit être le premier chantier de la prochaine législature pour éviter au pays certaines tentations. Reportage Alassane Ba. Maintes fois agité mais jamais matérialisé, au Sénégal, il n'y a pas encore de loi qui encadre le financement public des partis politiques. Néanmoins, un travail a été fait, le rapport présenté par le professeur El Hadji Mbodj, ce qui fait dire à Abdouaziz Diop
qu'il n'y a pas lieu de réinventer la roue. Comme c'est le cas pour les assises nationales, de contextualiser ce rapport, d'en discuter dans une démarche participative, inclusive, avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, pour qu'enfin le Sénégal puisse disposer d'une loi sur le financement des partis politiques. Ça permet d'abord de différencier les partis politiques qui sont des associations privées de la patrie ou l'État. L'autre élément aussi, nous au niveau du Forum civil, nous avons même demandé qu'on puisse interdire que certains qui sont dans les postes stratégiques, surtout dans les régies financières, au plus haut niveau, ça les directeurs généraux, puissent faire de la politique pour éviter l'amalgame. Parce que c'est eux qui collectent les ressources de l'État pour éviter que les ressources de l'État puissent financer les partis politiques. Ce sujet a été brièvement abordé par le Premier ministre Ousmane Sonko dans son live en perspective de la journée du samedi 19 octobre consacrée à la levée de fonds pour les législatives du 17 novembre 2024. Ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir que les choses doivent changer. Un parti politique doit être animé et financé par ses membres en attendant de voter la loi qui règle définitivement le financement public des partis politiques. Et cela aussi ne suffit pas. Dans aucun pays au monde, la loi sur le financement public des partis politiques n'a réglé le problème d'autonomie. Ce membre de la société civile pense qu'au-delà d'une loi qui encadre le financement public des partis politiques, il nous faut une autre loi sur les conflits d'intérêts de portée générale. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui encadre. Quelqu'un peut être au niveau du système étatique, au plus haut niveau, et avoir des actions ou des intérêts dans le privé. C'est amoral, mais ce n'est pas légiféré. Donc je pense que la question du financement des partis politiques, c'est une question qui doit être le premier chantier de la prochaine législature, soit sous forme de projet de loi ou de proposition de loi. Enfin, pour qu'on ait une loi sur le financement des partis politiques, discuter. Maintenant, les modes de financement, l'opérationnalisation, le contrôle, tout cela peut être discuté entre les différentes parties, comme nous l'avons fait durant tous les processus. La prochaine législature a donc du travail à faire. Merci Alassane. Alors maintenant, dans le sud, l'épineux dossier foncier qui oppose les propriétaires terriens de Koubalang à l'université privée UKO au sujet d'une centaine d'hectares de terre a refait surface. Une récente rencontre convoquée par l'autorité administrative locale et qui a impliqué les nouvelles autorités municipales sur les stratégies de relance du projet de construction de l'université dans la commune de Koubalang a réactivé la colère des populations. Explication Lamine Ba, Lamine Manchang. Il m'est particulièrement agréable d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les agissements encagoulés de l'UKO s'appuie sur l'administration territoriale pour nous priver de nos droits de vie en spoliant nos terres. Nous avons naïvement accueilli les autorités locales actuelles aux charges du dossier avec l'espoir d'assister à la fin définitive de ce conflit vieux d'une quinzaine d'années. Hélas, c'est pourquoi nous, collectifs des propriétaires terriens, condamnons avec la dernière énergie ce New Deal inopportun et insensé, concocté par les pseudo-experts de l'Église et maladroitement défendu par l'administration territoriale. Nous entendons dans les tout prochains jours sonner la mobilisation de nos membres, nos familles et toutes les bonnes volontés engagées à nos côtés depuis le début de ce conflit. Le porte-parole des populations interrogé par notre équipe à Ziguinchor. Et puis parlons de la journée mondiale de l'alimentation célébrée hier, célébrée au lycée John Fitzgerald, au CM John Kennedy. L'établissement, selon les professeurs et élèves de l'établissement, une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant. Reportage Yaïkou Medjaï. Le CM John Kennedy sort du lot. Dans cet établissement scolaire, la direction a mis en place une cantine pour assurer une bonne alimentation aux élèves. La cantine scolaire a un impact très positif, surtout au niveau des élèves, au niveau de leur attention en classe, mais également au niveau de leur santé. Ce qui permet par conséquent d'avoir de bons résultats, des résultats qui suivent et qui permettent à l'élève de tenir en classe. La cantine scolaire est instituée ici depuis 8 ans.
des menus à base de céréales locales, ce n'est pas tout, car cette année, la direction compte y intégrer la pâtisserie. Et comme innovation, nous avons pensé ajouter le maïs comme céréale, qui est aussi une céréale locale qui se cultive ici dans notre pays. Et nous avons également pensé faire des cakes, que vous voyez des mini-cakes ici, qui sont composés de mil, maïs, essentiellement, mais également avec des dattes et des raisins pour ne pas mettre trop de sucre. Awa Kanfal est élève en classe de 3e. Elle fréquente la cantine 3 fois par semaine, ce qui est une aubaine pour elle au plan nutritif. La raison pour laquelle j'aime prendre ça, c'est parce que c'est un plat national. C'est un plat qui est purement sénégalais. Donc on prend ça à gogo, on en a à notre disposition. On prend, on mange et ça nous donne de la force pour aller en classe. En plus, c'est fait avec du mil qui a beaucoup de vitamines et ça nous aide beaucoup à mieux nous concentrer dans les études. Le CEM Kennedy de Colobane dévoile fièrement son modèle de cantine scolaire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Le consommation local est une réalité ici. Les élèves principaux bénéficiaires participent à la préparation des repas servis. Bien manger, c'est important. Merci beaucoup, Yaye Koumandia. Et puis un mot de sport, une délégation du CIO dirigé par Thomas Bach, le président du comité international olympique à Dakar. Thomas Bach s'est dit confiant pour l'organisation parfaite des JOJ 2026 au Sénégal. Compte rendu, cher Sadibou Diarra. Le Sénégal, centre du monde sportif, du 31 octobre au 13 novembre 2026, avec l'accueil de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Le comité international olympique CIO ne nourrit aucun doute. On a visité les sites de construction hier et on a reçu un rapport très très détaillé et élaboré. Le comité d'organisation sous le leadership de M. Ndaye et d'Ibrahima est à la hauteur de ces défis. Oui, Sénégal sera prêt et va recevoir la jeunesse de la monde avec toute l'hospitalité et culture que l'Afrique peut offrir au monde. JOJ Dakar 2026, c'est plus de 4000 athlètes de 15 à 18 ans, issus de 206 pays en 35 sports, qui nécessitent beaucoup d'efforts sur la logistique et l'hébergement. Le Premier ministre a organisé un conseil interministériel sur ces problématiques-là et le ministre en charge du tourisme lui-même est intervenu pour dire que non seulement on aura ce qu'il faut, mais il y a même une jauge en termes de lits de 2000, je parle sous le contrôle du coordonnateur, qui seront disponibles. Pour le moment, c'est pas utile, si vous voulez, mais on a cette réserve qui fait qu'on n'aura pas d'impondérable. Et dans le cadre d'appui aux pays africains, plusieurs programmes sont initiés par le CIO. À travers la solidarité olympique, les bourses olympiques pour les athlètes de l'Afrique, pour leur permettre de se préparer pour les Jeux olympiques et de gagner des médailles. Je pourrais continuer avec nos programmes de l'intelligence artificielle où le premier projet, le projet pilote de l'identification des talents sportifs a été effectué ici. Les Jeux olympiques de la jeunesse en Afrique, un pari pour le CIO et surtout son président Thomas Bach, qui ne manque de souligner le potentiel du continent et le travail de Mamadou Diagne Ndiaye pour le triomphe de l'olympisme. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec Monsieur le ministre Sambassi. A tout de suite.